Poursuite de cette édition spéciale sur France Info, la situation à Kaboul et la prise du pouvoir par les talibans au cœur de l'actualité ce soir. Après l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est le président américain qui doit prendre la parole dans quelques instants. Nous suivrons cette prise de parole en direct de Washington sur France Info pour commenter les propos de Joe Biden. Alexis Pichard est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en civilisation américaine. Avant l'intervention de Joe Biden, on va tout de suite prendre la direction de Washington, retrouver notre correspondante Agnès Varamian. Agnès, bonsoir. Cette allocution est évidemment très attendue puisque l'avancée des talibans et leur retour au pouvoir sont consécutifs au retrait des forces américaines. Exactement, et Joe Biden, vous savez, depuis 24 heures, s'était muré dans le silence. Pas un mot, il avait simplement lâché devant la presse qui l'assaillait de questions. Je ne regrette pas ma décision. C'est autant dire que cette intervention qu'il a précipitée, finalement, il quitte Camp David. Ça a été annoncé tout à l'heure pour s'adresser à la télévision. Cette allocution est extrêmement attendue. Le ton, les mots qu'il va choisir seront scrutés, et non seulement par les Américains, mais par le monde entier. Joe Biden va-t-il prendre la responsabilité de l'imprévoyance américaine? Va-t-il assumer le fait qu'en précipitant la décision, il a peut-être aussi précipité le retour des talibans au pouvoir? Le président a-t-il entendu les avertissements de ses militaires sur l'avancée des talibans extrêmement rapide? Comment expliquer autrement que par des failles du renseignement cette imprudence américaine? Et puis il va peut-être aussi s'expliquer sur ses propos. Vous savez, le 8 juillet dernier, il disait on ne verra pas les talibans à Kaboul, on ne verra pas aussi des images comme on a vu à Saïgon en 1975, un hélicoptère secourant des diplomates américains réfugiés sur un toit. Et pourtant, hier, un cliché de cette acabit a été pris à Kaboul. Autant dire que la presse s'est précipitée pour faire le parallèle entre le Vietnam et l'Afghanistan. Autant de critiques qui pèsent sur le dos du président, dont on attend les propos avec extrêmement d'impatience. Maintenant, il reste à peu près 10 minutes avant son intervention. Agnès Varamian, autre critique, on peut se demander, ce soir, on imagine que l'opinion américaine attend de savoir ce que ces 20 années de présence américaine ont bien pu apporter, tant on a l'impression ici d'un retour à la case départ. Est-ce que c'est pareil de votre côté ? Écoutez, c'est plus modéré, je pense, ici, à tous les Américains à qui j'ai envoyé des petits textos depuis hier, qu'ils soient démocrates, républicains, pro-Trump. La réponse est à peu près la même, c'est-à-dire il fallait bien partir un jour. Finalement, l'opinion américaine, et les sondages le montrent, est plutôt derrière son président. Oui, il fallait partir. Alors, partir quelques semaines avant ou quelques semaines après, peu importe. Il y a de la compassion, évidemment, pour les talibans. Il y a surtout pour les Afghans, bien sûr, mais la préoccupation de l'opinion américaine va surtout aux Américains qu'il reste à évacuer, aux 1400 notamment civils de l'ambassade. Donc les Américains, je ne suis pas sûre qu'ils attendent des comptes de Joe Biden. Et Joe Biden le sait, l'opinion américaine est avec lui et il va, je pense, le répéter. Plutôt que de faire un mea culpa, il va plutôt répéter les arguments qu'il a déjà donnés aux Américains. C'est-à-dire que finalement, l'Amérique a dépensé, imaginez, 137 millions de dollars par jour pendant 20 ans en Afghanistan. L'Amérique a donné à l'armée afghane tous les outils nécessaires pour qu'elle se défende, pour qu'elle se batte. C'était à son tour de jouer. Les Américains devaient sortir de là. Donc l'opinion américaine, si on peut parler ainsi, soutient plutôt son président, n'est pas aujourd'hui dans une demande de compte, mais sans doute veut-elle aussi comprendre pourquoi nous sommes retournés à la case départ et surtout savoir comment les Américains vont faire alors qu'ils ne seront plus présents en Afghanistan pour éviter évidemment que l'Afghanistan devienne une base arrière du terrorisme alors qu'on va célébrer dans quelques semaines le 20e anniversaire du 11 septembre.
Merci Agnès Varamian en direct de Washington. On vous retrouve dans quelques instants, Agnès, pour commenter ensemble, évidemment, ce discours de Joe Biden en direct de la Maison-Blanche que nous allons suivre en direct. Alexis Pichard, vous êtes docteur en civilisation américaine. C'est difficile de notre point de vue de comprendre ce qu'est en train de nous expliquer Agnès Varamian, c'est-à-dire que de notre point de vue européen, on a l'impression que cette intervention durant 20 ans n'a servi à rien. Or, les Américains semblent dire, en tous les cas c'est ce que nous partageait Agnès, que finalement, il fallait bien que ça s'arrête. Oui, alors il y a deux choses différentes dans ce que vous dites. Effectivement, si on s'en tient par exemple aux propos du directeur de la NSA, qui a dit que les objectifs qui avaient été fixés par les États-Unis lors du 11 septembre ont été atteints. C'est-à-dire, effectivement, Ben Laden a été tué, les talibans avaient été renversés, l'Afghanistan avait été repris aux talibans. Donc pour eux, si vous voulez, l'enjeu militaire avait été accompli. C'est-à-dire, on avait exécuté l'objectif punitif en quelque sorte. Mais dans la réalité, on s'aperçoit que les talibans sont revenus au pouvoir et que la situation n'a pas changé. Elle est même revenue au point de départ, là où elle était en 2001. Est-ce qu'on peut attendre de Joe Biden qu'il ait le même type de propos que ce qu'on a entendu chez Emmanuel Macron il y a quelques minutes maintenant, à savoir notre objectif c'était effectivement d'anéantir les terroristes et pas du tout de mettre en place des institutions et un régime politique et d'organiser la vie des Afghans? La perspective des néoconservateurs sous Bush, c'était quand même de construire une nation, c'est-à-dire de construire des écoles, de construire des infrastructures qui restent. Et d'ailleurs, les talibans... Pour éviter que les talibans reviennent. Exactement. Mais si vous voulez, l'autre argument qui avait été avancé par l'administration de Bush, c'était les droits des femmes. Libérer les femmes. Et ça, c'était un argument prétexte, parce que finalement, on s'aperçoit que les premières victimes du retour des talibans vont être les femmes et que leur cause ne va pas être avancée davantage. Donc, en tout cas, de ce point de vue-là, les choses n'ont pas changé et voilà, il y a quand même eu des infrastructures qui ont été construites, mais voilà. L'autre élément, c'est ça, c'est-à-dire que les Américains ont donné comme une bulle de liberté, une bulle d'oxygène à ces femmes, à ces artistes, la possibilité d'avoir Internet, pour les femmes de travailler, les enfants d'aller à l'école, même les jeunes filles. C'est tout ça qui risque de disparaître. Est-ce que ça préoccupe encore le président américain? Alors, ça menace de disparaître uniquement dans la capitale de Kaboul. C'était vraiment la ville cosmopolite qui avait été justement ouverte au monde par les Américains. Dans le reste du pays qui était plus rural, les talibans avaient déjà repris le contrôle en quelque sorte sur les populations qui étaient peut-être plus conservatrices en termes de religion. Donc ça n'a pas trop changé de ce point de vue-là, mais c'est effectivement la capitale de Kaboul était devenue une ville ouverte sur le monde et ça va leur être repris effectivement à ces femmes dont vous parliez, à ces enfants qui allaient à l'école, à ces jeunes filles qui allaient à l'école. Tout ça va être repris par les talibans, même si les talibans ont fait savoir que les jeunes filles auraient le droit d'aller à l'école comme les autres, mais selon la loi de la charia. C'est-à-dire très différent, évidemment. Mais Joe Biden, alors lui, il en pense quoi? Vous n'êtes pas dans sa tête, mais quel peut être son jugement? Est-ce qu'il est plus préoccupé par, évidemment, l'opinion américaine que par, finalement, le respect de la liberté à travers le monde, qui est aussi un des enjeux des États-Unis, on le sait, une des valeurs cardinales, un peu comme ça peut être le cas en France? Alors sur l'Afghanistan, Joe Biden a un avis qui est quand même assez tranché depuis qu'il a été vice-président d'Obama, c'était de se retirer de l'Afghanistan, qui était une guerre chère et qui n'avait pas d'horizon autre que le bourbier pour les Américains, une sorte de nouveau Vietnam. Il se dit aussi, et ça Agnès Varamian l'a très bien dit, c'est que l'opinion américaine aujourd'hui était massivement pour le retrait des États-Unis de l'Afghanistan. Ça fait 20 ans que les États-Unis sont engagés en Afghanistan et que ça coûte quand même des milliards de dollars. Et surtout, la guerre en Afghanistan, officiellement, s'est conclue en 2014, sous Obama. Alors, côté américain, officiellement, la situation est sous contrôle, même si en fait, on a le sentiment que les Américains n'ont pas d'autre choix que d'aller très vite depuis plusieurs jours, notamment pour évacuer leurs ressortissants et les personnels des ambassades. Et aux États-Unis, les Américains, notamment, et peut-être surtout les vétérans qui ont combattu durant 20 ans pour cette guerre, sont un peu sidérés. Voyez le reportage de Maryse Burgot et Baptiste Lègle. C'est une ancienne base américaine à l'est de l'Afghanistan. Elle est aujourd'hui aux mains de ces talibans. Partout, du matériel militaire venu des États-Unis et ces pick-ups américains, désormais conduits par les fondamentalistes islamistes. Ces images tournent en boucle sur les télévisions américaines. Un crève-cœur pour ce vétéran, il a combattu en Afghanistan
de 2009 à 2011. C'est difficile de voir ces images, de voir le retour de cette organisation terroriste que nous avons combattue pendant 20 ans. Ces images où ils reprennent le contrôle d'un pays à qui nous avions redonné la liberté. De voir tout cela s'effondrer en quelques semaines, c'est difficile à regarder. 2400 soldats américains sont tombés au combat en Afghanistan en 20 ans de guerre. Cet autre vétéran ne cache pas son amertume. Certes, il y eut 2 décennies sans attentat sur le sol américain, mais il redoute la suite. Je n'aime pas du tout la manière dont cela se termine. J'aurais aimé que l'on quitte l'Afghanistan dans de meilleures circonstances. On aurait dû trouver le moyen d'y maintenir la paix et la prospérité. Trouver le moyen que le monde ne s'inquiète pas d'une éventuelle nouvelle attaque terroriste. Les talibans ont montré dans le passé qu'ils pouvaient aider ce genre de projet. Cela m'effraie. Malgré tout cela, Joe Biden défend sa décision de quitter l'Afghanistan. Son secrétaire d'État répète inlassablement que la mission a été accomplie, l'élimination des commanditaires des attaques du 11 septembre. On rejoint Agnès Varamian à Washington. Mission accomplie, c'est un peu le discours aussi d'Emmanuel Macron ce soir, qui dit que finalement les Occidentaux n'avaient pas vocation à gérer l'Afghanistan à la place des Afghans eux-mêmes, sauf que il y a tous ces militaires qui ont l'impression d'avoir œuvré non pas pour rien, mais pour pas grand-chose. Oui, effectivement, les vétérans, comme vous l'avez vu dans le reportage, sont évidemment dans un sentiment extrêmement... ils sont tiraillés parce qu'ils ont payé de leur vie, ils ont été grièvement blessés et sans doute en vain. Mais le président, leur explique que les objectifs ont effectivement été atteints, que pendant 20 ans, eh bien, les Américains ont donné un souffle de démocratie à l'Afghanistan, mais qu'ils n'étaient pas là pour construire et gérer un pays. J'abonde là dans ce que disait votre invité et aussi le discours et les propos de Joe Biden vont résonner avec ce qu'Emmanuel Macron disait. Et puis vous savez, Joe Biden est un homme politique averti. Il sait aussi qu'il a affaire à une opinion américaine qui a forcément beaucoup changé, qui n'acceptera plus aujourd'hui de payer le prix pour que l'Amérique, entre guillemets, dirige les affaires du monde. Et puis vous savez, le spectre du terrorisme islamiste s'est énormément éloigné des États-Unis. Et ça, on ne le mesure peut-être pas tout à fait en Europe, où on ne vit pas la même situation. Mais il y a eu quasiment 2 décennies sans attentats islamistes sur le sol américain. L'Amérique a affaire à d'autres genres de menaces. La menace première est une menace intérieure avec des groupes d'extrême droite. Donc le terrorisme islamiste n'est plus la première crainte des Américains et au contraire, les Américains soutiennent leur président comme ils ont soutenu Donald Trump. Ils soutiennent Joe Biden quand ils disent 1 mois, 1 an, 5 ans n'auraient changé à rien. Il fallait rentrer. Alors, évidemment, Joe Biden aurait aimé qu'il y ait un délai de décence entre le départ des troupes américaines et l'arrivée des talibans au pouvoir si celle-ci était inéluctable. Il n'a pas eu ce délai de décence. Il restera peut-être aussi, comme le président américain, eh bien, qui n'a pas pu ou qui n'a pas su offrir une sortie digne et respectable aux États-Unis de cette crise qui aura donc duré 20 ans. Restez avec nous, bien sûr, Agnès Varamian. Mais Alexis Pichard, Agnès disait finalement, Joe Biden, c'est aussi l'incarnation de cette Amérique qui n'a plus l'intention de diriger les affaires du monde. Et là, ça change, ça tranche évidemment avec George W. Bush, mais aussi un peu avec Donald Trump. Si on se souvient des déclarations de Donald Trump, c'était quand même America First. Donc c'était aussi se désengager des affaires du monde et c'était un repli sur soi. Mais ça remonte aussi à Barack Obama qui lui avait pour doctrine de diriger, mais depuis l'arrière. C'était leading from behind, c'est-à-dire responsabiliser en quelque sorte les alliés, notamment européens, pour qu'ils prennent à leur charge, par exemple, le budget de l'OTAN. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était effectivement dans la rhétorique de Donald Trump, mais qui était déjà entériné en quelque sorte par Obama. Donc depuis en fait 2009, on s'aperçoit que l'Amérique cherche à se désengager des affaires du monde, de toujours avoir un œil sur les affaires du monde, mais ne plus jouer le rôle de gendarme du monde. En tout cas, ne plus jouer ce rôle, ne plus l'assumer de manière solitaire.
Les États-Unis sont aussi ceux qui vont devoir gérer sans doute la discussion internationale. Aujourd'hui, on a vu qu'Emmanuel Macron évoquait la possibilité d'une initiative sous l'égide des Nations Unies. Est-ce que les États-Unis vont y prendre toute leur part, sachant qu'ils sont non seulement les principaux concernés, mais aussi ceux qui peuvent le plus peut-être intervenir au niveau international? Peut-être que cela se fera sous l'influence de l'opinion. C'est-à-dire que si l'opinion américaine se montre très critique vis-à-vis de cette débâcle en Afghanistan, peut-être que le président Biden sera contraint en quelque sorte de donner des gages, notamment à la gauche de son parti, qui est assez critique de cette fin de guerre, et peut-être aux républicains aussi qui le critiquent pour ce manque de force. Mais je vois mal le président Biden se réengager dans un conflit qu'il vient à peine de quitter après 20 ans de guerre armée. Initiative internationale pourrait se résumer à une conférence pour la paix qui n'aboutirait peut-être pas à grand-chose. C'est fort possible. En tous les cas, je pense pas que l'Europe non plus soit prête à s'engager militairement et financièrement dans un conflit dont on ne sait pas quand il finira, surtout en pleine pandémie où les priorités clairement sont plus nationales, et je vois pas selon quels critères. Alors effectivement, il y a les critères moraux, les critères éthiques, mais ça pourrait galvaniser les foules, les Européens notamment. Je reviens avec cette impression de gâchis, c'est-à-dire de ces 20 ans de présence américaine. Et alors certes, Joe Biden, on peut dire, évoquera le terrorisme, et Agnès Varamian nous le disait il y a quelques instants, il n'y a pas eu sur le sol américain d'attentats terroristes islamistes depuis cette période-là. Donc ça, c'est une victoire des Américains. Mais tout le reste semble comme effacé avec un coup de gomme, là, alors que c'est 20 ans de présence, et on le disait, des millions de dollars. Alors, je vais peut-être un peu nuancer ce qu'a dit Agnès Varamian, puisque si on se souvient, il y a quelques années, c'était en 2015, il y a eu les attentats d'Orlando, le Pulse, qui était une boîte homosexuelle, qui a été pas vandalisée, plus que ça, il y a eu attaqué par un assassin islamiste. Donc il y a eu une série quand même d'attentats vers les années 2010-2015, quand Daesh finalement s'est développé au Moyen-Orient, et c'est là que Donald Trump avait proposé son Muslim ban, son interdiction sur le territoire des musulmans, et qu'il a appliqué une fois qu'il a été élu. Donc finalement, le contexte de terrorisme islamiste est resté jusqu'à assez récemment, mais effectivement, avec la chute de Daesh et la raréfaction des attentats islamistes sur le sol américain, c'est devenu quelque chose qui est devenu en quelque sorte désuet, un peu comme anachronique par rapport aux enjeux actuels. Le symbole de cette pseudo-victoire américaine, c'est la mort d'Oussama Ben Laden. Oui, alors pour moi, c'est pas du tout une pseudo-victoire américaine, c'est une défaite américaine. Mais effectivement, le seul symbole qui restera, c'est la mort de Ben Laden, mais aussi cette débâcle avec cette image en parallèle, intericonique avec la chute de Saigon. Donc J'en parle parce que j'imagine que Joe Biden fera référence à cette victoire, la mort d'Oussama Ben Laden. Probablement, mais je pense qu'il essaiera aussi de se dédouaner de cet échec en disant que c'est quand même le résultat des accords passés par l'administration précédente avec les talibans, qui remontent à février 2020, je crois. Et après cela, on se souvient que comment il s'appelle déjà, Donald Trump avait encensé les talibans, disant que c'était des responsables politiques qualifiés, qu'il avait dit que la situation en Afghanistan était proche de la paix, donc qu'il pouvait quitter le pays sans problème. Et il avait expédié le retrait des soldats américains à 145 jours, donc ce qui menait, il me semble, à mai 2021. Donc Joe Biden, en arrivant à étendu ce délai de retrait des troupes, mais en aucun cas il y a une victoire américaine dans ce conflit qui a duré 20 ans. Il faut le rappeler. On verra comment ça sera présenté évidemment dans quelques instants par le président des États-Unis. On attend toujours l'arrivée de Joe Biden à son pupitre de la Maison-Blanche, où il devrait intervenir d'ici quelques instants pour évoquer la situation en Afghanistan, la prise de pouvoir des talibans à Kaboul depuis hier, et évidemment qui est consécutive au retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Aujourd'hui, la situation est plus que troublée. On n'imagine mal un Joe Biden triomphant ce soir quand on voit ce qui est en train de se passer à Kaboul, à l'aéroport de Kaboul même. Non, il va rester humble. Je pense qu'il va aussi rassurer les Américains en leur disant qu'il a envoyé 5000 soldats. Il devait en envoyer 3000 et finalement il a pratiquement doublé ce chiffre. Donc pour être sûr que la transition, en tout cas l'évacuation, parce que c'est plus qu'une évacuation qu'une transition, des derniers ressortissants américains se passe bien. Mais effectivement, c'est une sortie par la petite porte, et j'imagine de toute façon pas, d'après ce que je sais du caractère de Joe Biden, d'être dans un triomphalisme. Il va essayer, je pense, de ramener ça non pas sur le désintérêt des Américains,
Américains, mais sur la lassitude de la guerre et le sentiment qu'on a passé 20 ans, on avait donné les moyens à l'armée locale de se débarrasser des talibans, qui étaient 300 000 soldats contre 75 000 talibans. Et c'est d'ailleurs ça que... Et on les a pas vus. Hein. On les a pas vus pour de multiples raisons qu'on va peut-être pas évoquer certains ici. Ont fui, sûrement. Certains ont fui, certains ont préféré être rémunérés par les talibans, sentant que le vent allait tourner et que cette reprise de l'Afghanistan était inévitable. Mais effectivement, il n'y a pas eu de combat. Tout s'est passé de manière extrêmement rapide en quelques semaines. Et c'était ça aussi que l'administration Biden n'avait pas anticipé. On va retrouver Agnès Varamian à Washington. Agnès, on parlait d'un Joe Biden qu'on n'imagine pas dans quelques instants à la Maison-Blanche. Un Joe Biden triomphant. La situation est trop difficile. Il y a des morts à l'aéroport de Kaboul ce soir. Ouais. Bien sûr. Alors, Joe Biden est en retard. On attend son intervention. On nous dit que l'intervention va être très courte. Et effectivement, connaissant le caractère de Joe Biden, évidemment qu'il ne va pas être triomphant. Il rentre de Camp David où il était en vacances en quelque sorte. Il a fait publier hier une photo de lui à une grande table de briefing, seul, regardant les écrans pendant qu'il se faisait briefer sur la situation. Non, bien sûr, il va montrer l'image d'un président préoccupé d'abord par la sécurité des centaines, des milliers d'Américains qui restent encore à évacuer, les Américains et aussi ceux qui ont travaillé pour eux. On dit que l'armée américaine est prête à faire venir sur son territoire 5000 personnes par jour et que les Américains s'apprêtent à accueillir 22 000 Afghans. Et puis le président ne va pas faire de mea culpa. Il va sans doute assumer la responsabilité de sa décision, peut-être répéter, comme il l'a dit à la volée il y a quelques jours, qu'il ne regrette pas cette décision en énonçant tous les arguments que les Américains commencent à bien connaître. D'abord, que la mission a été accomplie en Afghanistan, que les moyens ont été donnés à l'armée afghane pour se défendre. Encore fallait-il qu'il veuille combattre, avait dit Joe Biden le 8 juillet. Donc ce sera un président modeste, comme il l'est d'ailleurs à peu près sur tous les sujets, préoccupé par la situation d'urgence, mais qu'on attend quand même s'il ne prendra pas de questions, on l'attend qu'il explique quand même cette imprévoyance qui nous paraît assez sidérante ici de l'avancée fulgurante des talibans avec lesquels les Américains étaient en dialogue. Je vous rappelle quand même que les Américains parlent avec les responsables talibans depuis plusieurs mois pour assurer l'avenir de l'Afghanistan après leur retrait, que les discussions ont porté notamment sur les liens entre les talibans et Al-Qaïda, sur l'engagement des talibans de ne plus abriter Al-Qaïda. Donc le président américain, on attend ses explications sur cette imprévoyance, sur finalement y a-t-il eu un manque dans les renseignements américains là-dessus, ou bien le président n'a-t-il juste pas écouté ses conseillers militaires qui lui disaient attendez, restez, gardez un peu les troupes plus longtemps et voyons la situation. Alexis Pichard, imprévoyance ou pas d'écoute du président Joe Biden, qu'on attend d'un instant à l'autre. On va voir ensemble cette image en direct de Washington où on attend au pupitre l'arrivée du président américain pour s'expliquer sur la situation en Afghanistan. Et d'ailleurs, on va écouter Joe Biden. 22h, vous êtes en direct. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la situation en Afghanistan, les développements de cette dernière semaine, ainsi que les mesures que nous prenons pour y répondre. Mon équipe de sécurité et moi-même suivons de très près la situation sur le terrain et nous agissons rapidement pour exécuter notre plan de réponse. Je parlerai dans un instant des mesures précises que nous avons prises, mais je souhaiterais vous rappeler de la manière dont nous en sommes arrivés ici et quels sont les intérêts des États-Unis en Afghanistan. Nous sommes allés en Afghanistan il y a 20 ans. Notre mission était claire, demander des comptes à ceux qui nous ont attaqués au 11 septembre et s'assurer qu'Al-Qaïda ne
puisse pas utiliser l'Afghanistan comme base arrière. Nous y sommes parvenus. Nous avons considérablement affaibli Al-Qaïda. Nous n'avons pas abandonné la traque pour Osama Ben Laden et nous l'avons prouvé. Notre mission n'a jamais été l'édification d'une nation. Il s'agissait de créer il ne s'agissait pas de créer une démocratie. L'idée était d'empêcher une attaque terroriste aux États-Unis. Depuis plusieurs années, je déclare qu'il faut que nous nous concentrions sur les mesures antiterroristes et non sur l'édification d'une nation. C'est ce que j'ai proposé en 2009 en tant que vice-président et en tant que président. J'estime qu'il est nécessaire de nous concentrer sur les menaces d'aujourd'hui et non pas les menaces d'hier. Aujourd'hui, la menace terroriste existe bien au-delà de l'Afghanistan. Al-Shabaab en Somalie, Al-Qaïda ailleurs. L'État islamique en Syrie et en Irak et d'autres organismes dans les pays africains parmi d'autres. Ces menaces doivent être attaquées, nous devons nous y attaquer. Nous devons nous concentrer sur d'autres régions. Et si cela s'avère nécessaire, nous entreprendrons des efforts antiterroristes en Afghanistan. Et nous nous concentrerons sur les menaces directes envers les États-Unis. Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai hérité d'un accord que le président Trump avait négocié avec les talibans. Il avait décidé qu'il fallait que les forces américaines se retirent d'ici mai 2021. Pendant le mandat de Trump, le nombre de militaires américains ont été réduits au nombre de 2500. Le Taliban a gagné en pouvoir pendant cette époque. J'ai dû faire un choix. Soit nous continuons dans le droit fil de ce qu'a fait l'administration Trump, soit nous redoublions d'efforts. Mais après le 1er mai, il n'y aurait pas eu de cessez-le-feu, il n'y aurait pas eu de statu quo. Il y avait seulement la réalité. Nous devions soit continuer et donc retirer nos troupes ou bien risquer d'exacerber ce conflit pendant plusieurs décennies encore. Et donc, je défends ma décision. 20 ans plus tard, j'ai tiré les enseignements de cette expérience. Il n'y avait pas de bon moment pour ce retrait. Nous étions lucides quant au risque. Nous avions pris en compte toutes les possibilités, mais j'ai toujours promis au peuple américain d'avancer. La vérité est la suivante, les choses ont progressé bien plus rapidement que nous l'avions anticipé. Le président a abandonné, a fui le pays, l'armée afghane s'est effondrée. Et en réalité, ce qui a eu lieu nous confirme notre conviction. Le fait de retirer nos forces était la bonne décision. Nous ne pouvons pas nous battre si les forces afghanes elles-mêmes ne sont pas prêtes à le faire. Nous avons dépensé plus de 1000 milliards de dollars. Nous avons formé et équipé les forces afghanes. Plus de 300 000
personnes, très bien équipées, une force militaire bien plus forte en nombre que de nombreux alliés de l'OTAN. Nous avons payé leurs salaires, nous avons entretenu les forces aériennes. Les talibans n'ont pas de forces aériennes. Nous avons octroyé un soutien aérien. Nous leur avons donné tous les moyens de construire leur avenir. Mais nous ne pouvions pas leur donner la volonté de se battre pour leur avenir. Il y a des unités spéciales afghanes dotées d'une grande capacité, mais elles n'ont pas pu résister aux talibans. Si elles n'ont pas pu y résister aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit qu'elles auraient pu le faire dans 1 an, dans 5 ans ou dans 20 ans? Une présence américaine sur le terrain n'aurait rien changé. Je pense qu'il est injuste de demander aux forces militaires américaines de lutter alors que les forces afghanes ne l'ont pas fait. Les forces afghanes n'ont pas réussi à lutter pour leur peuple, pour l'avenir de leur pays. Et donc, ces forces ne l'auraient pas fait, même si les forces américaines étaient restées sur place. Et nos adversaires, la Chine et la Russie, n'aimeraient rien de plus que ce que les États-Unis continuent à financer ad infinitum, cette guerre sans fin. J'ai parlé avec le président Ashraf Ghani, je lui ai parlé au mois de juillet, nous avons eu un échange très sincère, nous avons décidé qu'il fallait que les forces afghanes puissent prendre le relais après le départ des forces américaines, de bâtir un gouvernement qui fonctionne pour le peuple. Nous avons parlé d'union politique, mais ils ont échoué. Je les ai enjoints à trouver un accord politique avec les talibans, mais ils ont refusé. Monsieur Ghani a insisté sur le fait que les forces afghanes se battraient. De toute évidence, il avait tort. Et encore une fois, je demande à ceux qui disent que nous devrions rester. Combien de générations supplémentaires d'Américains devrais-je envoyer se battre dans cette guerre civile afghane? Combien de vies américaines me demandez-vous de mettre en péril? Ma réponse est très claire. Je ne répéterai pas les erreurs du passé. Rester indéfiniment impliqué dans un conflit qui n'est pas du ressort des États-Unis. S'impliquer à l'étranger dans une guerre sans fin pour les forces américaines. Ce sont des erreurs que nous ne pouvons pas nous permettre de répéter. Je souhaiterais également reconnaître que les scènes que nous voyons, qui nous viennent d'Afghanistan, sont très difficiles pour nos anciens combattants, nos diplomates, nos travailleurs humanitaires, pour quiconque a passé du temps sur le terrain auprès du peuple afghan. Ceux qui ont perdu des proches en Afghanistan, pour les Américains qui ont servi les États-Unis, qui ont servi les intérêts des États-Unis en Afghanistan. C'est extrêmement difficile. Et pour moi aussi, j'ai travaillé de près sur cette question. Je connais Kandahar, Kaboul, la vallée de Kunar. J'y ai voyagé à 4 reprises. J'ai rencontré la population afghane. J'ai parlé avec les dirigeants, avec nos militaires, et j'ai compris
ce qui était possible et ce qui ne l'était pas en Afghanistan. Et donc, aujourd'hui, nous nous concentrons sur ce qui est possible. Nous allons continuer à soutenir le peuple afghan. Nous allons nous concentrer sur la diplomatie et sur l'aide humanitaire. Nous allons continuer à faire avancer la diplomatie régionale. Nous allons continuer à défendre les droits de la population afghane, des femmes et des filles, comme nous le faisons dans le monde entier. J'ai été très clair, les droits de l'homme doivent être au cœur de notre politique étrangère et non pas à la périphérie de notre politique. Mais les déploiements militaires ne sont pas la solution. C'est la diplomatie, les outils économiques qui vont nous permettre d'y parvenir. Je vais vous détailler la mission actuelle en Afghanistan. On m'a demandé à autoriser, et je l'ai fait, le déploiement de 6 000 militaires aux États-Unis pour permettre l'évacuation du personnel américain et de ses alliés. Nous allons permettre aux Afghanes vulnérables d'accéder à un lieu sûr. Nous avons mis en place des vols militaires et civils. Nous avons pris le contrôle du trafic aérien. Nous avons fermé notre ambassade et avons évacué nos diplomates. Notre présence diplomatique est actuellement à l'aéroport. Dans les jours à venir, nous allons exfiltrer des milliers de personnes qui travaillent en Afghanistan et allons permettre le départ du personnel civil de nos alliés qui continuent à travailler en Afghanistan. Opération Alliés Réfugiés, que j'ai annoncée en juillet, a déjà permis à 2000 Afghans d'avoir accès à un statut d'immigration spécial avec leur famille. Dans les jours à venir, l'armée américaine va permettre à encore plus d'Afghans à accéder à ce programme. Nous allons également octroyer ces visas à d'autres personnes qui en ont besoin, à des Afghans qui sinon seraient à risque. Certains me demandent pourquoi nous n'avons pas commencé à exfiltrer plus tôt les civils afghans. Certains ne le souhaitaient pas. Ils avaient encore de l'espoir pour leur pays. Le gouvernement afghan et ses alliés ne souhaitaient pas que nous organisions l'exfiltration à ce moment-là pour éviter la crise, disait-il. Nous avons organisé une évacuation ordonnée, mais celle-ci peut être risquée. Et nous avons été très clairs envers le Taliban. Si ils s'attaquent à notre personnel, si ils perturbent nos opérations, la réponse des États-Unis sera rapide et très forte. Nous défendrons notre population. Notre mission actuelle, dans un temps limité, et très ciblé. Nous souhaitons faire en sorte que les Américains et leurs alliés puissent être évacués aussi rapidement que possible. Et une fois cela fait, nous allons conclure cette opération. Après 20 ans de bain de sang, nous allons mettre un terme à cette opération militaire. Les événements que nous voyons aujourd'hui nous démontrent qu'il est impossible de créer un État stable et sûr en Afghanistan par le biais de la force militaire. Ce que nous voyons aujourd'hui aurait pu avoir lieu il y a 5 ans ou même dans 15 ans. Soyons clairs. Nous avons fait de nombreuses erreurs pendant cette opération et je suis aujourd'hui le 4e président américain
qui mène cette opération. Et je refuse de léguer cette guerre à encore un président. Je ne me détournerai pas de mes responsabilités. Je suis président des États-Unis d'Amérique et c'est moi qui prends cette décision. Je suis désolé de la situation que nous avons devant nous, mais je ne regrette pas ma décision. Il faut mettre un terme à cette guerre en Afghanistan et rester concentré sur nos missions de contre-terrorisme en Afghanistan et ailleurs. Nous avons entrepris de nous attaquer à Al-Qaïda et à Oussama Bin Laden et cela a été un succès. Nous avons pu réussir cela, mais nous n'avons pas pu réécrire l'histoire de l'Afghanistan. Je ne demanderai pas à nos forces militaires de combattre sans fin dans un pays étranger, au péril de leur vie. Ce n'est pas de notre ressort, ce ne fait pas partie de nos intérêts. Et nos forces qui ont fait beaucoup de sacrifices ces 2 dernières décennies ne le méritent pas. Lorsque j'ai fait campagne pour la présidence, j'ai déclaré que je mettrais fin à la campagne militaire en Afghanistan. Cela a été difficile, cela a été loin d'être parfait, mais j'ai honoré mon engagement. Et plus important encore, je me suis engagée auprès des hommes et des femmes qui ont servi notre pays et je leur ai dit que je ne leur demanderai pas de risquer leur vie pour une opération militaire qui aurait dû être conclue il y a bien longtemps. Je sais que ma décision sera critiquée, mais je préférerais que l'on me critique plutôt que de léguer cette situation à un 5e président. C'est la bonne décision pour les Américains, pour les militaires qui ont servi notre nation et pour notre pays. Merci et que Dieu bénisse nos forces, nos diplomates et tous les Américains. Voilà, vous venez de suivre sur France Info en direct l'allocution du président américain Joe Biden avec, on entend beaucoup de brouhaha dans la salle, tant les journalistes avaient sans doute de questions à poser au président, mais il n'en était pas question, c'était prévu d'avance. On retrouve à Washington notre correspondante Agnès Varamian. Agnès, vous avez suivi avec nous cette intervention de Joe Biden. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président américain assume. Ah oui, il assume, c'est un discours ferme, j'allais dire presque droit dans ses bottes, Joe Biden. Et là, il est à l'unisson de l'opinion américaine, clairement. D'abord, premier point, l'Amérique d'abord, les intérêts américains d'abord. C'était la bonne décision à prendre. La mission est accomplie. Il s'agissait d'aller punir Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. C'est fait. Maintenant, nous devons partir. Et puis, le président a développé une idée qui est très américaine, c'est-à-dire nous avons bien agi. We did good. C'est-à-dire que nous avons donné à l'armée afghane tous les outils pour se défendre. Et il l'a répété. Il l'a dit finalement, si on en est arrivé là, c'est que les Afghans n'ont pas voulu se battre. Il a même dit on pouvait leur apprendre beaucoup de choses, mais on ne pouvait pas leur donner la volonté de se battre. Il a fait preuve d'empathie aussi vis-à-vis des vétérans. Il a expliqué surtout qu'il a décrit en fait le président qu'il ne voulait pas être. Il a dit je ne veux pas être celui qui n'aurait pas tiré les erreurs du passé. Je ne veux pas être celui qui va encore envoyer des Américains au sacrifice. Et puis il a clairement aussi affirmé que l'Amérique allait continuer à faire sa part, mais autrement, avec la diplomatie, et évidemment que l'Amérique allait aussi déployer des forces pour lutter contre le terrorisme. Enfin, il a prévenu de manière assez ferme
terme d'un déploiement de force et d'un usage de la force dévastateur les talibans si jamais ils s'opposaient ou ils perturbaient les opérations d'évacuation. Je vous le disais tout à l'heure, pour ce qui compte pour Joe Biden, c'est aussi de ramener à la maison tous les Américains qui sont en ce moment à Kaboul. Et je dirais que finalement, le mot-clé, c'est presque mettre un terme, en finir avec ces guerres sans fin. Joe Biden assume, réassume, parce qu'il sait que l'opinion américaine est absolument avec lui. Merci Agnès Varamian en direct de Washington pour ce regard sur ce discours de Joe Biden que nous venons ensemble de suivre en direct sur France Info. Alexis Pichard, vous l'avez suivi avec nous, vous êtes docteur en civilisation américaine. C'est clair, hein, c'est le président des États-Unis. On est toujours dans l'America First, les intérêts des Américains. Je ne veux plus envoyer de soldats. Et puis on va se concentrer sur peut-être d'autres risques terroristes sur le sol américain qui pourraient intervenir et pas du tout pour créer une civilisation ou un pays monter des institutions en Afghanistan. Oui, je pense que les ambitions messianiques sont finies depuis un bon moment et c'est pour ça que, comme le disait Agnès Varamian, il fait ce type de discours parce qu'il sait que l'opinion est derrière lui, aussi bien sur l'absence maintenant de volonté des Américains d'exporter leur modèle à travers le monde de manière militaire. Ils sont concentrés plus sur eux-mêmes, sur leurs propres difficultés. Et ça, c'est très important dans l'optique des midterms qui ont lieu l'an prochain parce que ce qui va faire valoir Joe Biden, c'est pas tant cette victoire qu'il déclare en Afghanistan, mais plutôt la victoire qu'il a eue par rapport au texte qui a été voté la semaine dernière sur les infrastructures. Ça, c'est quelque chose de concret. C'est ça qu'attendent les Américains. C'est pas de savoir que l'Amérique va transformer l'Afghanistan en démocratie. Donc ça, il le sait très bien, c'est pour ça qu'il se permet ce type de discours. Et puis pour le sort des Afghans sur place, c'est assez timide, on va dire. Il s'en réfère à une diplomatie régionale. On voit bien que la Chine, le Pakistan et la Russie sont déjà là pour reprendre la main sur le terrain diplomatique et qui dialoguent déjà avec les talibans. Et puis, il acceptera d'exfiltrer effectivement des travailleurs qui notamment ont travaillé pour les Occidentaux ou avec les Occidentaux en tous les cas. Oui, effectivement, il y a deux choses. Donc d'une part, comme vous le disiez, la Chine et la Russie qui sont désignés comme adversaires, comme rivaux. Donc là, on comprend que chacun des deux pays a des ambitions aussi d'impérialisme. La Chine par rapport aux nouvelles routes de la soie qu'elle essaie d'établir depuis quand même à peu près une décennie. La Russie aussi essaie d'établir son empire au-delà de ses propres frontières. Et la deuxième chose, c'est effectivement l'abandon de la force militaire au profit, comme l'a dit Agnès Varamian, de la diplomatie, mais aussi du soft power. Donc il mentionnait l'économie, la culture. Donc ce sera d'autres manières de montrer que le modèle américain est souhaitable, en tout cas que la démocratie libérale peut être un modèle accessible. Et donc il compte davantage sur les peuples locaux que sur l'externalisation en fait du modèle américain. On n'ose pas imaginer ce soir la déception de beaucoup d'Afghans. On l'a vu, le désespoir. On a vu ces deux Afghans qui se sont suspendus aux roues d'un avion et qui en sont morts, qui ont des images qui ont été comparées aux Fallen Men des Twin Towers il y a 20 ans, mais c'est vrai que c'est un spectacle assez dramatique. Ouais. Merci beaucoup Alexis Pichard, docteur en civilisation américaine, de nous avoir aidé à décrypter ce discours de Joe Biden ce soir en direct sur France Info. Merci évidemment à Agnès Varamian en direct de Washington. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir après le discours de Joe Biden à Washington. On reviendra bien sûr largement dans le 23h, votre grande édition du soir sur cette actualité à Kaboul qui se poursuit en direct. Restez avec nous sur France Info.